Bonjour. Bonjour. Je me présente, Jean-Christophe Caubris. Je suis avocat spécialisé en dommages corporels. Et je suis ravi, Guillaume, de pouvoir t'aider, tous les membres de mon cabinet, à participer à tes événements sportifs sur l'année 2024. Et ce qui nous a amené à faire ce choix, c'est tout particulièrement ta façon de réagir. Après un accident gravissime, il y a maintenant 13 ans, un accident en moto qui t'a laissé de lourdes séquelles. Mais pour autant, tu as poursuivi ta vie professionnelle, ta vie personnelle et puis ta vie sportive. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu comment tout cela s'est passé pour toi, parce que je suppose que tout n'a pas été simple. Non, effectivement. Donc, moi, je suis originaire du Pays Basque. Donc, je suis papa d'un petit garçon de 5 ans. Voilà, donc j'ai ma famille ici. Du coup, ça n'a pas été simple, c'est sûr. J'avais ma vie qui était un peu toute tracée. Je voulais travailler dans l'entreprise de mon père. Je voulais donc reprendre son entreprise. Et puis en 2010, ça a un peu tout remis en question. C'était quoi le métier de ton papa ? Il travaillait dans la climatisation et la pompe à chaleur. Voilà. Et donc moi, depuis tout petit, je voulais bosser avec lui, reprendre la suite. Et donc j'avais toute ma vie qui était un petit peu axée sur ça et toujours le sport en parallèle. Je suis quelqu'un qui depuis l'âge de 6 ans était aussi très intéressé par le sport. Donc j'ai fait la pelote basque pour commencer, puis l'aviron par la suite. Donc je menais tout ça en parallèle. Et puis effectivement en juillet 2010, j'allais au cinéma avec ma petite sœur, j'allais en moto. Et puis voilà, une voiture m'a coupé la route, j'ai pas pu l'éviter et donc l'accident a eu lieu sur Bayonne. Et par la suite, je suppose des mois de rééducation. C'est ça. Alors du coup, au départ, on pensait que c'était qu'une seule fracture. Les médecins pensaient que c'était qu'une fracture, donc j'avais juste des broches pour la consolidation du bras. Et puis moi, j'avais quand même le bras je le sentais pas, je bougeais pas. Et puis c'est au bout d'un mois, quand je suis reparti voir mon médecin, c'est là où on m'a dit, vous avez le bras paralysé, vous avez une atteinte nerveuse au niveau du plexus brachial. Donc ce sont des nerfs qui sont au niveau de l'épaule. Et donc j'ai fait des examens complémentaires et effectivement j'avais les nerfs de toucher au niveau des cervicales. Et du coup j'ai une partie de mon bras qui ne fonctionne plus, quoi. Alors plus précisément, c'est ta main, je crois, entre autres, qui n'a plus de fonction de pince. C'est bien cela ? Tout le bras. Je peux pas bouger mon coude, je peux pas bouger mon poignet, mes doigts. Et j'ai une partie de l'épaule aussi qui fonctionne pas. Donc j'ai eu plusieurs interventions chirurgicales parce que j'étais jeune et sportif, donc les médecins ont eu beaucoup d'espoir avec des greffes de nerfs, des greffes osseuses, tendineuses. Enfin, ils ont essayé plein de choses. Et malheureusement, ça n'a pas pris. Ça n'a pas fonctionné. Mais bon, j'ai jamais baissé les bras. J'ai toujours essayé de donner un petit peu de vie donc à ce bras. Mais sans résultat, quoi. Et finalement, au bout de combien d'interventions, combien de temps, tu as accepté l'idée d'avoir un bras qui sera plus jamais comme avant, et c'est un bras naturellement pas très fonctionnel. Quand le médecin m'a dit c'est fini, on va arrêter les interventions, ça sert pas à grand chose. C'était combien de temps après ton accident ? C'était 1 an et demi après, donc après 6 ou 7 interventions, je sais plus. Le médecin m'a dit on a fait tout ce qu'on a pu. Donc ça allait, franchement. J'ai une résilience qui est vraiment assez forte. Donc même pendant mes interventions chirurgicales, je continue à faire du sport, je continue à faire des randos, je continuais même avec des pansements à faire. Ouais, j'étais vraiment déterminé à pas rester dans un schéma comme ça. Alors, le sport, c'est quelque chose de très important, on va parler un petit peu après, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est justement comment tu as construit ce nouvel avenir, qui était bien évidemment différent de celui auquel tu t'attendais. Si je comprends bien, tu n'as pas pu travailler avec ton père dans la boîte de clim parce qu'il y avait trop de manutention, probablement. Ouais, tout à fait, c'est ça. J'ai travaillé 4 ans avec lui. Oui. Je travaille depuis que je suis ado, mais vraiment, j'étais embauché dans l'entreprise pendant 4 ans. Ça a été assez difficile pour lui et pour moi, d'ailleurs. Je savais pas trop quoi faire parce que je voulais faire ça depuis que j'ai 10 ans, 11 ans. Donc c'est sûr, à 26 ans, quand on te dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je ne savais absolument rien. Je m'étais jamais posé la question, donc le champ des possibles s'ouvrait à moi et je me suis senti un peu dépassé.
Donc j'ai fait quelques bilans de compétences qui ont plus servi à apprendre à me dire qui j'étais plus particulièrement, plutôt que de me dire tu vas faire telle ou telle profession. Donc je me suis orienté naturellement dans ce que je savais le faire le mieux à côté de ça, c'est-à-dire le sport. Donc je me suis remis à faire de l'aviron et j'ai entraîné au club là où j'étais à Bayonne. D'accord. Et en parallèle de tout cela, je suppose que puisqu'il y a un tiers responsable, il y a eu toute une procédure qui s'est mise en place afin de te permettre d'abord de condamner probablement le responsable de l'accident, mais aussi te permettre d'être indemnisé de toutes tes séquelles. Tu pourrais nous dire en quelques mots comment cela s'est passé ? Oui, alors moi je voulais que ça se finisse rapidement, je voulais vite passer à autre chose. Je voulais pas porter plainte contre la personne qui m'a renversé. Je suis conscient que c'est une erreur qu'il a faite. Et des erreurs, on en fait tous. Donc je voulais pas forcément qu'il soit condamné. Moi j'ai pris un avocat parce que il y avait des poursuites qui ont été faites quand même et j'ai pas bataillé. Ouais, j'ai fait en sorte que ça se passe. C'est l'avocat de batailler pour toi. Ouais, mais j'ai fait en sorte que ça se finisse à l'amiable rapidement et voilà quoi. Ouais. Donc tout s'est très bien passé. En gros. Oui, je me doute bien que tout n'a pas été parfait. Non, forcément la partie adverse a dit que c'était ma faute et moi j'avais beaucoup de culpabilité déjà sur l'accident. Tu étais en moto. J'étais en moto. Ouais. En moto, on est toujours avec une présomption de culpabilité, quoi qu'il arrive. Ouais. On considère que c'est le délinquant en puissance qui se trouve sur un deux roues. Et là, en l'occurrence, au final, tu as été indemnisé en totalité puisque la faute de l'individu a été reconnue. C'était quoi ? C'était un stop, c'était le passage Oui, c'est ça. Il aurait dû normalement prendre la même voie que moi et il a coupé la ligne blanche pour faire demi-tour. Ah oui. Et en fait, j'étais sur une grande ligne droite et en fait, il a dit qu'il avait regardé, qu'il ne m'avait pas vu, alors que j'étais à 50. Oui. Il n'a pas évoqué aussi que tu avais une vitesse excessive. Si, bien sûr. Naturellement. Sauf que en moto, quand on a un accident, le compteur se bloque. Alors il y a cela, et puis très sincèrement, si tu avais eu un accident moto à vitesse excessive face à un mur, puisque ça représente un mur, tu n'aurais pas perdu que ton bras. Non, c'est sûr. En tout cas, donc finalement, tout cela s'est plutôt bien passé. Tu n'y as pas accordé énormément d'importance, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que tu as tout mis en œuvre et toute ton énergie, tu l'as conservée pour reconstruire ton futur. Est-ce qu'on peut parler d'acceptation dans une situation comme celle-ci ? Bien sûr. Bien sûr, on est obligé de passer par une phase d'acceptation. Comprendre, on accepte, et après, on essaie d'en faire autre chose de nouveau. Et si on peut en faire une force et même progresser dans ce sens-là, c'est le mieux. En fait, tu es. Je suis assez admiratif de cette force parce que pour toi, c'est naturel. Pour accompagner un très grand nombre de victimes, je te garantis que cette capacité à l'acceptation est très compliquée. D'abord, parfois, elle met plusieurs années. La colère envahit. Ça prend de l'énergie et de loin, ton attitude est là. Probablement celle que je voudrais systématiquement conseiller à toutes nos victimes que l'on défend, parce qu'il faut regarder devant. Et la chance que toi tu as eue, incontestablement, c'est ta passion pour le sport. Parle-nous de cette passion. Ce que j'aime avant tout dans le sport, c'est le dépassement de soi. C'est arriver à faire quelque chose et puis vouloir essayer de faire mieux, puis courir plus vite, courir plus loin, sauter plus haut pour. Et avant l'accident, c'était déjà avec. C'était déjà ça. Mais c'était avec des concours, des championnats. Tu étais licencié. Ouais, bien sûr. Je faisais donc la pelote en compétition, et puis de l'aviron en compétition. Je faisais partie de l'équipe d'Aquitaine. On était souvent au championnat de France avec mes coéquipiers. Donc non, c'était toujours dans de la compétition et on s'entraînait tous les jours parce que l'aviron c'est un sport très chronophage qui demande beaucoup d'entraînement sur l'eau ou sur le sol avec des longues séances de musculation. Donc j'adorais ça. J'adore le dépassement de soi. Donc c'est sûr que le sport c'est quelque chose qui. Tu l'as continué l'aviron, il me semble, après ton accident. Tout à fait. Tu n'as pas du tout entamé ta force et ta confiance. Non, du tout. C'est un copain qui m'a proposé de reprendre l'aviron. Alors moi, je peux pas ramer avec un bras. Tu vas y arriver. Et donc j'ai voulu tenter et effectivement. Et là, quand tu reprends l'aviron après ton accident, c'est dans le monde des valides, comme on dit ? Non.
Non, tu étais C'était en handisport. en spécial, avec ce développement du sport, cet handisport qui est primordial. Je trouve fantastique tous les efforts que nous faisons. Peut-être qu'on pourra en faire encore davantage, parce que ça me paraît être, et de loin, la voie qui va reconstruire le plus facilement, le plus vite, redonner confiance et reprendre plaisir à tous les gestes de la vie. Et toi, tu as eu plutôt un parcours assez brillant, il me semble. Alors de l'aviron, on a un petit peu dévié de ce sport pour en arriver à un autre sport, il me semble. C'est ça, tout à fait. Oui, en 2015-2016, donc je sélectionne le bateau pour participer aux Jeux de Rio. Et puis suite à un petit différend, j'arrête l'aviron et je découvre le tir à l'arc. Voilà. C'est assez éloigné de l'aviron. C'est diamétralement opposé, effectivement. Il me semble. Et puis je faisais partie des gens un peu bêtes qui pensaient que le tir à l'arc n'était pas un sport. Je suis passionné de sport depuis tout petit, et quand je tombais dans le tir à l'arc à la télé, sur les jeux, j'étais là, moi, c'est pas un sport, ça, faut arrêter. Je suis bien content de m'être aperçu du contraire. Oui, tu t'étais un petit peu trompé a priori. C'est ça. Aujourd'hui, si tu devais nous situer en tant que sportif de haut niveau à l'arc, je crois savoir que tu es plutôt bien placé en ce moment, non? Oui. En ce moment, je suis numéro 1 mondial. Ouais, donc félicitations. Merci. Et puis oui, je remporte pas mal de compétitions, et je reviens souvent médaillé sur des compétitions internationales. Comment on fait de l'arc quand il nous manque un bras? On s'adapte. On s'adapte, et tu t'es adapté comment? Alors moi, je me suis adapté en tirant avec la bouche. Donc j'ai une petite languette en cuir que j'ai fixée sur la corde, avec laquelle je vais venir serrer avec les dents, et je vais tendre mon bras pour bander l'arc, et quand je serai dans le jaune, je vais lâcher la corde. Ça paraît tellement simple quand tu nous le dis. Je suis impatient de voir comment tout ça se passe. Est-ce que c'est l'attitude de la plupart des sportifs que tu as qui sont avec toi avec leur handicap? Ils procèdent de la même manière? Non, et on est très très peu attiré avec la bouche. Par contre, chaque personne en situation de handicap s'adapte. Ça c'est commun à tout le monde. Il s'adapte en fonction de son handicap, parce que il y a très peu d'handicaps qui sont identiques. Donc là, principalement, mes concurrents sont en fauteuil roulant. Il n'y en a pas beaucoup qui tirent debout, mais on s'adapte tous. Et ça t'amène, je suppose, à voyager dans le monde entier, alors? Ouais. C'est fantastique. Beaucoup en Europe. Je suis allé à Tokyo en 2021 aussi. Après j'ai fait la République tchèque, l'Italie, l'Angleterre. On a fait pas mal de pays. Et il y a des objectifs dans peu de temps qui vont concrétiser, je suppose, tous ces efforts. Ouais. Ça représente quoi pour toi, ces Jeux à venir? Ça représente beaucoup, dans le sens où c'est une des plus belles compétitions sportives au monde. C'est la plus belle compétition sportive au monde. On retrouvera les meilleurs, les sportifs les plus performants pour la plupart. Donc c'est une occasion de montrer son niveau, d'essayer de rendre honneur à ces jeux en faisant la plus belle des compétitions. Moi, je suis pas quelqu'un qui rêve de médaille. Je suis pas quelqu'un qui veut à tout prix une médaille d'or, être champion paralympique. Tu fais tout pour quand même. Je fais tout pour élever mon niveau. Je comprends. C'est vis-à-vis de toi-même. Voilà, c'est ça. Moi, c'est ce qui m'anime. C'est vraiment le dépassement de soi. Voilà, je préfère perdre un match en ayant faire ma meilleure performance, plutôt que de le gagner en ayant très très mal tiré. Et tu penses que, alors ma question va peut-être te paraître un peu violente, mais est-ce que tu penses que l'accident finalement t'a presque renforcé dans ce combat? Je sais pas. Je me suis jamais posé la question. Je pense que j'étais déjà comme ça avant, mais je pense que non. Le handicap vient me mettre un frein justement un petit peu à ce niveau de performance, de par mes douleurs que j'ai en permanence. C'est vrai que ça vient un petit peu polluer la perf de temps en temps. Mais non, je pense que c'est un état d'esprit que j'avais déjà avant. Je suis un peu tignos, je lâche rien. Mais je lâchais rien avant déjà.
Pour revenir sur l'aspect professionnel, tu nous as dit à quel point tu étais attaché à cette entreprise familiale, tu y travaillais depuis 4 ans. L'accident, malheureusement, t'a pas permis de poursuivre dans cette voie. Tu pourrais nous expliquer le parcours, comment tu as pu trouver une autre activité et comment tout ça puisse s'adapter à la situation d'aujourd'hui? Oui. Mais je voulais quand même. J'avais envie de repartir sur une activité professionnelle. Je voulais pas faire que du sport. Et en fait, une maman d'un des rameurs que j'entraînais m'a proposé en fait de postuler dans son entreprise. Donc voilà, je l'ai fait, mais je connaissais absolument rien à ce secteur d'activité qui est le réseau électrique. Donc c'est par le sport que tu as trouvé ton métier d'aujourd'hui. C'est ça. Et donc du coup, j'ai téléchargé des cours sur Internet. Et donc au début j'ai téléchargé 2 cours. J'ai lu le premier, j'ai rien compris. Parce que c'était des connaissances d'électrotechnique que j'avais pas du tout. Donc j'ai téléchargé un 3e cours sur l'électrotechnique. J'ai bossé ça à fond. Je suis revenu sur les 2 autres. Et j'ai passé mes entretiens comme ça. Donc on était une vingtaine à postuler pour le poste. C'était un poste en externe chez ERDF à l'époque. Et qui est devenu maintenant Enedis. Et du coup, ils m'ont. Au début, ils voulaient pas de moi parce que j'avais sur mon CV, je disais que je faisais partie d'une équipe de France d'aviron et donc ils voulaient pas d'un sportif de haut niveau, mais ils m'ont quand même choisi. Donc je les remercie encore pour ça, de m'avoir donné la chance de pouvoir rentrer. Pourquoi ils voulaient pas? Parce qu'ils voulaient quelqu'un en plein temps. Ouais, ils avaient conscience des contraintes que ça allait exiger. Tout à fait. C'est ça. Donc et puis donc, j'ai respecté leur choix. J'ai dit ok. On a quand même continué l'entretien et puis au final ils m'ont dit bon, on va quand même vous prendre et on va vous mettre à disposition quelques jours pour pouvoir vous entraîner. Et ce poste, il a été adapté à la situation de ton bras? Alors c'est un poste de bureau. D'accord. Donc oui, je suis passé devant la médecine du travail qui donc a vu mon incapacité à vraiment aller sur le côté gauche du bureau. Donc on a adapté un petit peu tout sur le côté droit avec un siège ergonomique. J'étais très bien accompagné au niveau du handicap sur l'entreprise. Et après c'est tout, il n'y avait pas non plus besoin de grand chose d'autre. Et vu le succès que tu as aujourd'hui avec tes activités sportives, je suppose que tu as besoin plus que de quelques jours dans l'année. Comment ça se passe vis-à-vis de ton employeur? Donc j'ai un contrat spécial, on appelle ça une CIP, c'est un contrat d'insertion professionnelle. Donc c'est un contrat tripartite entre l'Agence nationale du sport, la Fédération française de tir à l'arc et Enedis. Donc en début d'année, on établit un planning de toutes les compétitions et les stages. C'est validé par toutes les parties et donc du coup, à chaque fois que je suis en déplacement pour l'équipe de France, c'est l'Agence nationale du sport et la Fédé qui verse sur mon employeur et mon employeur me maintient mon salaire. D'accord. Ça représente combien de jours, juste pour nous donner une petite idée sur une année? Alors ça dépend des années. Moi j'ai commencé avec 37 jours. Et là maintenant je suis à 100 et quelques jours, 107 ou 110 jours. Ouais, ce qui est quand même beaucoup. C'est une année et très je suppose importante. qu'on n'arrive pas à ce niveau-là par hasard et que c'est beaucoup de championnats, beaucoup d'exercices d'entraînement. Alors c'est quelque chose que j'ai refusé au début. J'étais tellement content de retravailler que je prenais sur toutes mes vacances. Je prenais aussi du sans solde au début. Et c'est vraiment après les jeux à Tokyo. Mon échec à Tokyo, on peut appeler ça comme ça, parce que j'ai commencé Tokyo en étant numéro 1 mondial et je me suis fait sortir au premier tour. Et j'étais très attaché à cet équilibre vie personnelle, vie sportive et vie en entreprise. Donc c'est quelque chose que je voulais pas toucher. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait un petit peu déséquilibrer ça pour être performant dans le sport. Donc c'est après Tokyo que j'ai accepté cette CIP. Et du coup, ça a vachement fonctionné puisque quelques mois après, je suis vice-champion du monde. Oui, parce que je pense que c'est pas facile de gérer à la fois cette passion du sport, une activité professionnelle où on veut être à sa place et donner le meilleur. C'est ça. Quelques bonheurs familiaux aussi. Tu nous as parlé de ton fils. C'est ça. Et dans les gestes de tous les jours, justement, ce bras, comment tu arrives à le gérer? Alors, très sincèrement, je suis assez surpris de voir avec quelle facilité tu t'es adapté à cette situation et tu ne caches pas ton bras. Et pour être tout à fait sincère, si je fais pas trop attention, finalement ton handicap je le vois pas. Dans les gestes de tous les jours,
tu t'es adapté comment? Je l'inclus partout. Je le prends, je le mets là où je veux. C'est quelque chose que j'ai envie de continuer à faire bouger, à faire vivre. Alors c'est fait naturellement en fait. Je le fais pas volontairement. Je m'en aperçois pas forcément. Oui, mais tu n'as pas écarté ton bras de ton corps. Il fait partie. Alors, comme tous les autres membres. J'avoue que j'ai hésité à l'enlever pendant que j'étais en rééducation parce que. C'est les chiens qui l'ont proposé? Non, c'est moi qui voulais. Et justement, c'est un des médecins dans un centre de rééducation qui m'a dit surtout ne le fais pas. Pour des raisons psychologiques, ne le fais pas. Et moi, je voyais, il y avait des gens qui avaient des accidents de la route aussi, qui étaient amputés du bras et ils arrivaient à faire des choses avec des bras robotisés. Je trouvais ça extraordinaire. Oui, mais c'est un peu plus lourd que ton arc. C'est un peu plus lourd que mon arc. Ouais. Mais en termes de motricité, je trouvais ça super intéressant. Et moi, j'étais plutôt axé sur sur l'avenir, sur redonner une mobilité, m'en servir. Côté fonctionnel. Voilà, côté fonctionnel. Et en fait, je remercie cette personne encore parce que c'est très bien de l'avoir. Il est à moi, il est encore là et je m'en occupe tous les jours. Il n'y a pas un seul jour où je fais rien dessus. Je lui mets un peu de viande autour en mettant de l'électrostimulation. Enfin, je le bichonne, je prends un peu soin. Et tu acceptes de te faire aider un petit peu pour des gestes de tous les jours où on a besoin des deux mains ou c'est quelque chose que tu détestes? Je déteste pas, mais j'aime bien essayer, trouver des solutions d'abord. Et si j'y arrive vraiment pas, là, peut-être qu'éventuellement je vais demander de l'aide. Avec ton fils, ça se passe bien? Ça se passe super bien. Ça peut être un peu difficile, non. Quand il était tout petit? Quand il était tout petit, il a été top. Donc c'est pareil, je me posais. Il s'est adapté en fait. Je me posais beaucoup de questions. Comment je vais faire pour changer la couche? Comment je vais faire pour... Et en fait, au début, j'y allais avec des petites astuces. J'y allais avec un bout de ficelle, avec des dents, pour lui bloquer les pieds, machin. Et au final, après, dès qu'il a eu un petit peu de tonicité, c'était avec l'épaule. Et puis, tu t'es adapté. Ouais, et puis lui aussi, il sentait que il fallait pas bouger, il fallait. Très sincèrement, moi, avec deux mains, j'ai jamais été très doué pour changer une couche. Non, mais ça va. Mais c'est juste admirable et on a eu l'occasion, en effet, à table d'échanger. J'ai vu à quel point tu te débrouillais pour t'adapter. Et c'est là où le corps humain est fantastique parce qu'il a cette capacité quand on le laisse, quand on le libère de s'adapter en tellement de points. Je crois même savoir que, en ce qui concerne ton activité sportive, tu t'as pas voulu rester dans la sphère handisport. Hein? Pourquoi rester dans la sphère handisport? C'est ça, C'était quoi finalement l'objectif quand tu dis tiens, je vais aller avec les valides? Alors au début, je voulais pas. Je voulais pas parce que il fallait que je reste à ma place handi. Et puis en fait, en discutant avec mon entraîneur, c'est vraiment dans le but de progresser. Toujours pareil, me confronter au plus haut niveau pour essayer de prendre de l'expérience et ça a donné quoi cette expérience? Et cette expérience a donné que en fait j'ai fait la sélection en 2022 avec les valides et je me suis sélectionné en équipe de France avec les valides. C'est époustouflant quand même. Ouais, l'histoire elle est drôle parce que c'était une compétition qui était sur 5 jours et au bout des 2 premiers jours, il y avait les 3 quarts qui devaient partir. Ils gardaient que les 8 premiers. Et donc première journée, je me sens pas à l'aise, je me sens pas légitime, je me demande ce que je fais là. Et mon entraîneur il me dit allez, lâche-toi un peu, libère-toi. Et je lui dis mais je suis pas légitime à être ici. Donc il me dit vois-le comme une compétition où tu dois prendre de l'expérience. Ok. Le lendemain, je reviens sur le terrain d'entraînement. J'avais payé l'hôtel. Pour moi, je partais dès le soir même. Et puis en fait, sur le tir de qualif, je termine premier, je bats le record du monde et du coup, je passe de la 17e place à la 7e place. Et du coup, je me retrouve à retrouver un hôtel pour continuer le chemin de sélection. Ouais, c'est juste superbe. Quel est ton sentiment justement du regard des autres sur l'handisport? Est-ce que tu vois une évolution sur ces 13 dernières années? Oui. Oui, il y a une grosse évolution. Les gens prennent un peu plus au sérieux le sport handi. Ils se rendent compte. Alors oui, c'est sûr. Peut-être qu'on a des performances moins importantes que les valides. C'est sûr, sinon on serait pas handi, on serait des super héros. Mais oui, il y a le regard des personnes normales change à travers le handisport. Ils comprennent un peu plus le dépassement,
le lien qu'on a avec la différence, avec la douleur aussi. Parce que c'est quand on a un trauma comme ça, il y a forcément des douleurs qui sont affiliées. Moi, j'ai mal tous les jours sur mon bras. Et des fois, ça m'évite d'être performant sur certaines compétitions parce que je suis dans une mauvaise journée, j'ai des coups d'électricité, je bouge et je tire mal ma flèche. Donc les gens, ils s'en rendent un peu plus compte. C'est un peu plus médiatisé, il y a un peu plus de visibilité aussi sur le handisport, donc ils comprennent mieux aussi, quelque part. Donc ils s'intéressent un peu plus. Et je trouve que ça prend une belle tournure, quand même. Et entre vous, puisque tu as goûté à la concurrence valide, la concurrence handi, est-ce qu'on peut considérer que c'est exactement la même? Parce que finalement, le point commun de tout le monde, c'est d'être sportif avant tout. Ouais, mais c'est pas exactement pareil. Il y a quand même une petite différence. Dis-moi. Je pense que chez les valides, c'est quand même un peu plus décontracté, parce qu'ils se rendent compte de la chance qu'ils ont d'avoir réussi à rentrer en équipe de France. Et en handi, c'est pas tout à fait pareil. On est handicapé, on est porteur d'un handicap. On va venir te chercher. Hey, tu veux pas venir faire un peu de sport? Voilà. Donc je caricature, hein, bien sûr. Ouais, mais c'est un petit peu l'idée. Donc, je trouve que les mentalités sont un petit peu différentes. Mais c'est quand même de bonnes mentalités, que ce soit chez l'un ou chez l'autre. Il y a beaucoup de bienveillance. Un peu plus de bienveillance quand même sur le côté para. Où il faut faire attention à l'autre pour savoir si il peut monter les escaliers déjà ou pas, s'il peut porter ses valises. Donc il y a quand même plus d'entraide, plus d'aide que chez les Olympiques. Mais je me sens bien dans les deux. Oui. Et tu dirais quoi à toutes ces victimes qui, comme toi, ont vu leur vie basculer en l'espace de très peu de temps? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les convaincre à s'engager davantage encore dans l'handisport? Déjà, je leur souhaite beaucoup de courage parce que c'est quand même pas simple de dire stop à la vie qu'on avait avant. Pour certains, c'est un petit peu le but, c'est une vie qu'on souhaite. Donc c'est jamais simple. Mais derrière ça, on ouvre en fait le champ des possibles. On peut se reconstruire, on peut réinventer d'autres choses, on revit différemment. Donc moi, je leur souhaite déjà beaucoup de courage et puis de jamais baisser les bras, de regarder toujours devant et non pas derrière. Derrière, c'est déjà passé. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Je regarde devant, je regarde les possibilités, les façons, les opportunités qui peuvent s'ouvrir et je vis les choses à fond. Donc tu partages notre devise, un droit à l'avenir. Ah, complètement. Je te remercie. Avec plaisir.